Il faut bien débuter pour booster votre mindset. Le podcast dédié à toutes les personnes qui aspirent à propulser leur développement personnel et professionnel en quelques minutes seulement. Je suis Ingrid et moi Valérie, deux expertes en ressources humaines qui vous partagent des tips et nous sommes enchantés de vous accueillir. Prêts à booster votre mindset? Alors installez-vous confortablement et laissez-vous guider par l'épisode du jour. Bonne écoute. L'art et l'artisanat sont bien plus que de simples créations. Ce sont les gardiens de notre mémoire collective, les témoins vivants des cultures qui nous ont façonnés. Qu'il s'agisse d'une toile peinte avec passion, d'un tissage traditionnel transmis de génération en génération ou d'une pièce sculptée à la main, chaque œuvre raconte une histoire, porte une identité et célèbre la richesse de notre diversité. Aujourd'hui, nous partons à la rencontre de ces créations qui transcendent le temps et les frontières, où savoir-faire ancestral et innovation contemporaine se rencontrent. Bienvenue Tara. Bonjour. Aujourd'hui, nous recevons Tara Vigilant, créatrice de la maison Toile. Bienvenue Tara. Alors, ma première question, peux-tu nous raconter l'étincelle à l'origine de ta marque? Qu'est-ce qui t'a poussé à transformer les traditions martiniquaises en création textile? Eh bien, je répondrai simplement, c'est un amour profond pour mon île natale. C'est vrai que depuis petite, ma maman avait l'habitude de me raconter que j'adorais les fruits, que j'en mangeais tout le temps. Et je pense qu'en grandissant, c'est quelque chose qui est resté. Et Maison Toile est née tout simplement d'un amour profond pour tous ces paysages, ces fruits, ces fleurs, ces plantes avec lesquelles j'ai grandi et qui sont aujourd'hui une véritable source d'inspiration. Tu as interrompu tes études en communication pour te lancer. En quoi ce domaine t'a-t-il malgré tout servi dans ton aventure entrepreneuriale? La communication, c'est quelque chose qui m'a attirée très rapidement. J'avais ouvert un blog sur Instagram autour de l'écologie et de l'artisanat et j'ai été repérée par une entreprise qui aimait beaucoup mon contenu. Et c'est là que j'ai fait la rencontre de l'univers de la communication. Alors, ce diplôme, je l'ai fini. J'ai mon BTS communication. Et aujourd'hui, je vois les bienfaits de cette formation sur ma façon de communiquer. En tout cas, j'ai beaucoup de facilité dans ce domaine-là. Et ça m'aide beaucoup pour Maison Toile. Même si je reste quand même persuadée que la communication, même si effectivement ça s'apprend parce qu'il y a des mécanismes, il y a des choses, c'est aussi beaucoup d'instinct finalement. C'est beaucoup d'instinct, c'est beaucoup de... Quand on raconte son histoire, on a beaucoup plus de facilité à mettre les mots justes et à communiquer simplement avec les autres. Voilà. Ok, très clair. Comment les symboles culturels de la Martinique se matérialisent-ils concrètement dans tes foulards? Les symboles de la culture. Alors c'est vrai que les précédentes collections que j'ai lancées, c'est essentiellement des fruits, des plantes et des fleurs. Oui, ce sont des symboles culturels, mais ça reste la diversité tropicale. Mais c'est vrai que tout ce qui va être vraiment culturel, tradition, je parle... des chants, des danses ou les petits détails culturels, je vais plus les placer dans mes shootings. Ça va être un lieu symbolique, ça va être un accessoire symbolique, ça va être une représentation symbolique. J'aime bien en tout cas que tout le marketing autour de mes carrés de soie ait un réel sens et lien avec la culture antillaise. Tout est pensé finalement. Donc c'est super intéressant de voir comment tu réfléchis à toute cette mise en place, parce que la communication c'est effectivement comment tu réfléchis l'objet, le produit, mais aussi comment tu le mets en valeur. Très intéressant. Exact. Très intéressant effectivement, et j'allais rebondir en posant une autre question. Donc tu tiens à ce que tous tes shootings soient réalisés en Martinique du coup, en tout cas pour l'instant? Alors, non, puisque j'ai un shooting, notamment celui du Bon d'Amanja qui a été réalisé à Paris. Okay. Mais là où j'ai réussi à faire la connexion avec la culture antillaise, c'est dans le discours
en rappelant que finalement s'installer à Paris ou ailleurs est une étape qui revient souvent dans le parcours des Antillais, surtout les jeunes, et qu'on a ce besoin d'ancrage et de symboles, et les carrés Maison Toile finalement s'inscrivent dans cette démarche. Ok, voilà. Très clair. Justement, tu vis désormais en France métropolitaine. Comment cette localisation va servir ta vision internationale au-delà de la diaspora antillaise? Je me suis installée à Paris à un moment où j'avais besoin de voir autre chose et de voir plus grand. C'est vrai que cette décision m'a surtout apporté personnellement. Ça a plus servi mon mindset que Maison Toile. Parce que la vision de Maison Toile, elle a toujours été très claire et très ancrée. Donc j'avais besoin surtout de mûrir, d'évoluer. Et ça m'a surtout aidé à comprendre à quel point s'installer loin de son île natale peut être un déracinement. Et à quel point les ancrages culturels, que ce soit dans la mode, la littérature, la cuisine, pouvaient aider à ne pas perdre la tête, si je peux dire ainsi. Et rester aligné à son identité. Okay. Quelle est la mission sociétale de ta marque au-delà du produit et comment tu définis son rôle dans la préservation culturelle? Eh bien, c'est vrai qu'au départ, ce n'était pas le cas, mais de plus en plus, je considère Maison Toile comme un vrai projet de transmission, de valorisation et de rayonnement du patrimoine créole à l'international. C'est vrai qu'au départ, je ne me rendais pas compte à quel point un carré de soie pouvait être un accessoire de fierté. Et au fur et à mesure, je comprends l'importance de mon travail. Et c'est pourquoi je veux aller plus loin encore. Je suis rentrée en Martinique et c'est vrai que j'ai eu l'occasion d'aller à la rencontre de plusieurs artisans qui font toujours de la vannerie créole, qui font toujours du bakwa, qui en fait continuent à exercer nos savoir-faire ancestraux et traditionnels. Et moi aujourd'hui je me sens vraiment en mission avec Maison Toile pour préserver tout ce patrimoine en fait qui fait la beauté de notre peuple. Très beau projet. En tant que fondatrice, comment as-tu construit ta légitimité dans l'écosystème très compétitif, on peut le dire, de la mode? Alors, une légitimité qui n'a pas été simple à assumer. C'est totalement personnel, ce sont des croyances qui venaient de moi et pas des autres. Donc je pense que déjà c'est au fur et à mesure. C'est dire en fait qu'on n'a pas besoin de cette légitimité finalement, et tant qu'on sait qu'on est dans une démarche sincère. Moi ce que j'aime me dire c'est que si ce projet n'était pas pour moi, j'en aurais pas eu l'idée, tout simplement. Il y a peut-être d'autres personnes qui sont plus qualifiées, qui sont plus douées, mais c'est vers moi que ce projet est venu. Donc je l'ai fait naître, je l'ai fait éclore, j'en ai la responsabilité. Donc je ne me préoccupe plus de si je suis légitime ou pas. Maintenant, pour répondre de façon un petit peu plus technique, c'est vrai que mon entrée dans le monde de la mode, je l'ai fait avec l'accessoire, je l'ai pas fait avec le vêtement. Donc c'est vrai que c'est une autre dynamique en fait. Une marque d'accessoires, c'est pas comme une marque de vêtements. Et donc j'aurais tendance à dire que c'est un petit peu plus simple, mais je me comprends là-dessus en tout cas. Parmi tes fiertés entrepreneuriales, quelle réussite symbolise le mieux l'ancrage culturel de ta marque, en termes de partenariat, de collection phare par exemple? Je dirais que c'est la dernière avec ma grand-mère. Déjà je suis très reconnaissante d'avoir toujours ma grand-mère à mes côtés et de l'avoir honorée dans une collection pour la fête des mères notamment. Pour moi c'est une belle fierté, une belle réussite. C'est une fierté parce que ça prouve le soutien de ma famille dans ce projet. Je sais que c'est pas tout le monde qui a la chance d'avoir sa famille à ses côtés, et le fait que j'ai toutes ces personnes qui croient en moi et de pouvoir tout simplement, je sais pas, juste honorer ma grand-mère. Je me rappelle du shooting, elle était là, elle posait et
elle posait avec conviction en fait. Elle y mettait du cœur, elle y mettait du sien. Et pour moi, c'est une belle fierté en tout cas qu'elle ait vu tout ça de son vivant et que moi aussi j'ai pu vivre tout ça avec elle. Il y a une très belle symbolique, on peut entendre à travers tes mots l'émotion que ça te procure de revivre ce moment. Justement, j'aurais envie de te dire comment est-ce que cette collection avec ta grand-mère t'a été inspirée et le cheminement un petit peu que t'as eu derrière cette dernière collection. Alors généralement quand je design un motif, j'imagine son univers une fois qu'il est fini. Et c'est vrai que quand j'ai vu Gombo et Kaimit, j'ai eu une espèce de phrase qui m'est venue en tête, la renaissance du chic à l'antillaise. Et après de fil en aiguille, j'ai commencé à positionner certaines choses dans ma tête et il m'a semblé évident d'appeler ma grand-mère pour poser pour cette collection. Et puis après, il m'est venu le lieu de Saint-Pierre, parce que ancienne capitale de la mode en Martinique. Donc c'est vraiment de fil en aiguille, avec un peu d'instinct, avec un peu aussi d'imagination. Et c'est comme ça que ça m'est venu. C'était une sorte d'évidence, mais en tout cas une belle évidence. Mais c'est vrai que souvent, on essaye de tout réfléchir très en avance. Mais ces décisions-là, je les ai prises sur le tas à une semaine du lancement. Non, je conseille pas ça à tout le monde, il faut s'organiser. Mais c'est vrai que parfois, il faut pas chercher à tout contrôler et se laisser bercer emmène de beaux résultats. Tout à fait, et à travers ce que tu dis, on sent cette âme d'artiste aussi qui vit et on voit comment ça prend vie, c'est super intéressant. Merci pour ton retour par rapport à ça. Quels sont les retours clients qui t'ont le plus ému, notamment chez les expatriés antillais ou chez la communauté antillaise ou autre, mais ça serait intéressant d'avoir ton retour. Le retour qui me vient en tête, c'est un monsieur en France, pas du tout en Île-de-France, il était dans une commune de France, qui avait offert un foulard à sa femme. Et il me disait qu'elle est tellement fière de son foulard, qu'elle le porte tout le temps, qu'elle n'arrête pas de dire que ça vient des Antilles et que quand elle le porte, elle se sent vraiment renouée avec la Martinique. Et je crois que c'est vraiment ce message-là qui m'a beaucoup marqué et qui m'a aussi fait réaliser qui m'a confirmé que j'étais dans la bonne voie. Et puis sinon, je reçois souvent des retours clients de personnes qui me remercient d'avoir créé cette marque, qui sont contents de la trouver sur Instagram un peu par hasard parce qu'ils ont vu un réel. Il y a des gens qui m'envoient des messages d'un peu partout dans le monde et c'est aussi ce qui me permet de prendre conscience de l'étendue de la diaspora et surtout de l'importance d'avoir des marques qui portent notre culture et qui nous permettent d'être des étendards partout où on va en fait. Tout à fait. Et on axe un petit peu notre échange sur les défis personnels que tu as été amené à avoir et la résilience que ça t'a demandé de pouvoir traverser un petit peu les phases peut-être de moins bien de ton activité ou de moments liés à l'entrepreneuriat tout simplement. Quel a été ton moment de plus grande vulnérabilité depuis le lancement de ta marque et comment l'as-tu surmonté? Alors, entreprendre en Martinique, c'est déjà le défi. Donc, je dirais que déjà, tout le lancement en Martinique, toute la logistique, tout ce que ça comprend, et c'est déjà un très gros défi. Et d'ailleurs, j'ai une ancienne collègue qui aimait dire, quand on entreprend aux Antilles, on peut entreprendre partout. Et c'est bien vrai. Et puis si je peux revenir sur un moment de vulnérabilité, je pense que c'est quand je me suis installée à Paris justement et que j'avais de très grandes ambitions pour Maison Toile. Le fait d'avoir eu beaucoup de succès en Martinique, en Guadeloupe, très facilement et très rapidement, si je peux parler comme ça, m'a donné l'impression que ce serait pareil partout. Sauf que quand on arrive dans un pays
de la taille de la France, où beaucoup de petites marques essayent de tirer leur épingle du jeu, on se rend bien compte que on n'est pas sur le même terrain de jeu. Et ça, je pense que ça a été difficile à l'accepter. Et puis ça a été une très grande leçon d'humilité. Il y a aussi la solitude, il y a aussi plein de choses qui rentrent en compte. C'était un peu une période où j'avais pas mal d'échecs successifs. Donc je crois que c'était vraiment le moment où j'étais le plus vulnérable. Maintenant, comment j'ai surmonté tout ça ? Très honnêtement, je pense que dans ces moments-là, je sais pas qui, je sais pas quoi. Certains diront l'univers, d'autres diront Dieu, enfin peu importe. On rencontre des gens sur notre chemin qui ont les mots justes, comme si en fait ils ont été envoyés parce que quelqu'un a vu qu'on était en détresse. Et ils arrivent, ils parlent, ils ont les mots justes comme je disais, et finalement ils arrivent à lire dans le projet mieux que soi, à nous rappeler pourquoi on a commencé, voilà. Et je pense que c'est ce qui m'a aidée à surmonter tout ça, et puis à travailler davantage pour ensuite être remotivée, reboostée par les clients, par les commentaires, par les résultats. Parce que aussi c'est important de rappeler que c'est l'action qui est le moteur. Donc une fois qu'on a réussi à s'activer à nouveau, il y a moyen que la motivation revienne et voilà. Oui, il faut jamais perdre l'espoir, même si on peut avoir des moments d'essoufflement, de fatigue, de saturation. Grosso modo, tu nous dis qu'il faut tenir bon, c'est ça ? Oui, il faut tenir bon. Il faut tenir bon, pas à tout prix non plus. Mais c'est vrai que si on est persuadé que le projet n'a pas atteint son plein potentiel et que le seul problème c'est peut-être pas assez de travail ou on n'a pas tenté assez de fois, parce que des fois on travaille beaucoup mais on n'a pas tenté suffisamment, il faut continuer. Quitter le salariat pour l'entrepreneuriat, quel sacrifice ça t'a coûté le plus et quel gain tu en as retiré ? Écoutez, le salariat, ce serait un grand mot dans mon parcours, parce que c'est vrai que j'ai commencé tout de suite à la sortie d'école. Je me suis lancée directement après mon BTS communication, et après j'ai eu à faire plutôt des jobs alimentaires, comme on dit. Mais c'est vrai qu'à chaque nouveau contrat en CDD ou en intérim, ça motive à donner encore plus pour ne pas avoir à retourner dans ce genre de job et tout. Donc le salariat c'est plutôt une motivation à toujours faire plus pour garder cette liberté que m'offre Maison Toile. D'accord. C'est super intéressant parce qu'à travers ton parcours, on peut échanger sur le fait de justement enchaîner, enfin le fait qu'il n'y ait pas d'âge pour pouvoir entreprendre, puisque comme tu le dis si bien, tu as du coup commencé pendant tes études, ça s'est poursuivi par la suite. Donc sachant qu'il y a plein de beaux projets qu'on peut germer quand on est déjà très jeune, faut pas hésiter finalement, faut tenter. Oui, il faut tenter. Et puis, je crois quand même que, même s'il n'y a pas d'âge pour entreprendre, je crois que l'entrepreneuriat, comme le métier de pompier, de secouriste ou peu importe, c'est un appel. Et je l'ai toujours vu comme ça. Et c'est vrai que depuis très jeune, sans savoir vraiment quel projet j'allais mener, je savais que je voulais entreprendre. Donc, je pense aussi que... En tout cas, ce que je peux dire aux personnes qui nous écoutent et qui se sentent appelées pour l'entrepreneuriat, de s'écouter, tout simplement. C'est un très bon conseil. Est-ce que tu as une routine pour préserver ta santé mentale, de manière générale, je dirais, et notamment aussi dans les périodes un peu plus troubles, un peu plus avec plus de turbulence? Alors, une routine, non. Mais c'est vrai que j'ai un espèce de mantra, si je veux dire ça. Une espèce de mantra qui est discipline et amour propre. Et je le vois en fait comme une espèce de schéma circulaire
où en fait la limite de la discipline, c'est l'amour-propre. Et l'amour-propre, c'est savoir être bienveillant envers soi-même. Donc c'est vrai que j'ai toujours pris l'habitude de m'arrêter quand il faut, de me récompenser quand il faut, de prendre du temps pour moi quand il faut. Et je ne me suis jamais vue en fait comme une acharnée du travail qui pourrait mettre en danger sa santé mentale pour le travail. C'est pas du tout ma perception de l'entrepreneuriat. Donc c'est vrai qu'il n'y a pas eu besoin de routine finalement. C'est juste une façon d'entreprendre qui prend en considération certes le travail, mais aussi le bien-être. C'est très intéressant aussi cette perception que tu as et on peut s'apercevoir que beaucoup d'entrepreneurs, de nouveaux entrepreneurs tout du moins, pensent à prendre du temps pour eux lorsqu'il le faut et c'est une très bonne chose. Est-ce que tu aurais un échec qui s'est finalement transformé en levier à partager avec nous? J'ai des choses qui me viennent en tête, mais il n'y en a pas un qui sort du lot. Mais c'est vrai que très vite, j'ai compris que quand une porte se fermait, c'était pour une bonne raison. Dans ma façon d'entreprendre, ne pas blâmer une contrariété prend vraiment tout son sens. Parce que à chaque fois qu'il m'arrive quelque chose d'indésirable, on va dire, ou que j'avais pas prévu, il y a quelque chose derrière qui fait que je me dis « Ah, c'est pour ça ». Donc oui, des fois, j'ai dû postuler dans des choses pour pouvoir faire grandir Maison Toile et j'ai pas été acceptée. Ou bien peut-être, moi je pense à plusieurs écoles dans lesquelles j'ai postulé parce que j'étais persuadée que j'avais besoin de plus de formation, de plus de diplômes et ça s'est fermé. Et avec du recul, je me dis mais peut-être que si t'étais allée dans cette école, t'aurais pas pu faire tout ça, t'aurais pas pu rentrer en Martinique, t'aurais pas pu rencontrer cette personne qui t'a fait rencontrer cette personne et qui fait que maintenant t'en es là. Donc j'essaye au maximum en tout cas de pas blâmer les choses qui ne se passent pas bien. Ou bien peut-être juste que j'ai très vite compris qu'entreprendre c'est résoudre des problèmes et qu'en fait chaque échec c'est juste un problème à résoudre et donc trouver d'autres alternatives, trouver d'autres solutions, trouver d'autres moyens parce que la vie ne s'arrête pas à un échec en fait. Et que si c'est un échec c'est que c'était pas fait pour moi et puis voilà. c'est comme ça que je vois les choses. Très belle philosophie effectivement. Alors, poursuivons, Tara. Comment tu intègres les artisans locaux martiniquais, notamment, dans ta chaîne de production, la chaîne de production de tes produits? Alors, pour le moment, j'ai pas encore eu l'occasion de travailler avec des artisans. C'est vrai que toute la partie créative est assurée par moi, mais il y a des nouveaux produits qui sont sur le feu. Et qui en tout cas intégreront des artisans. Là, je suis plutôt à l'étape où moi-même je me forme sur certains savoir-faire, où je rencontre du monde, je discute avec eux. Mais c'est vrai que l'idée, je pense que cette étape-là est importante parce que l'idée, c'est de proposer une production artisanale authentique, mais surtout dans le respect des artisans. Donc, pour le moment, pas encore d'artisans. Mais en tout cas, des échanges très constructifs pour pouvoir construire un modèle économique où tout le monde est content. Quel rôle joue la diaspora antillaise dans le développement de Maison Toile? Typiquement, des ambassadeurs, des influenceurs qui auraient influencé la propulsion de ta marque. Alors, la diaspora antillaise, les Antillais et la diaspora ont un rôle principal dans Maison Toile. C'est eux qui me soutiennent et c'est eux qui font la marque. Et du coup, c'est eux qui sont les premiers ambassadeurs de la marque. C'est vrai que je n'ai jamais eu besoin de contacter un influenceur, peut-être au tout début, mais c'est jamais des partenariats qui ont donné suite à quelque chose parce que
d'eux-mêmes, les clients satisfaits ont parlé de la marque, ou les gens qui ont trouvé ça intéressant, ou bien quand ils voient un post, ils partagent. Et je pense que la diaspora antillaise, ce sont les ambassadeurs naturels de Maison Toile, et c'est eux qui ont propulsé la marque où elle est aujourd'hui. Ok. Est-ce que tu utilises des outils digitaux, l'IA, pour cibler la diaspora mondiale ou adapter tes créations? Non. Non, aujourd'hui, non, je n'ai pas d'outils en particulier, ni d'IA que j'utilise. C'est vrai que l'IA peut se montrer être un excellent collaborateur, surtout quand on est seul pour penser et organiser ses pensées. Puis ça fait toujours plaisir d'avoir quelqu'un qui comprend, entre guillemets, ce qu'on dit et qui approuve ce qu'on dit. Surtout quand on est tout seul et que on n'a pas d'équipe, ça fait plaisir d'entendre « Oh, c'est une bonne idée, nanana ». Mais sinon, ça s'arrête là. La diaspora, je la trouve et je la définis au fur et à mesure. Quand certaines personnes me contactent, ils me disent oui, je viens de la Martinique, mais j'habite au Japon. Oui, est-ce que vous livrez en Suisse? Est-ce que vous livrez en Belgique, au Canada? Et c'est là que je me dis ah ouais, on est vraiment partout en fait. On est vraiment partout, et s'arrêter à la Martinique, la Guadeloupe et la Guyane et voilà, c'est vraiment faire une erreur sur ce qui est vraiment les Antilles à l'échelle du monde. Voilà. Vive la puissance de la diaspora et de nos communautés. La France comme berceau de la mode, est-ce que c'est un atout ou un défi pour ta marque? Très bonne question. Je dirais que c'est un atout parce que par rapport au fait que les Antilles soient liées à la France, à Paris, et que Paris soit la capitale de la mode, ça fait qu'on peut en tout cas être initié plus facilement que d'autres. Mais je reste quand même convaincue au fur et à mesure qu'on a une mode très singulière qui se vit et qui se rencontre sur nos territoires. Et que finalement, à force peut-être d'aller voir ce qui se passe ailleurs, on perd l'authenticité de ce qu'on pourrait faire avec ce qu'on a déjà. Et qu'on gagnerait beaucoup à créer finalement nos propres modèles et références, notamment en matière de mode, et qui pourraient, de la même façon qu'une mode française, une mode allemande ou je ne sais pas, s'exporter à l'international. Voilà, donc je dirais que c'est un atout culturel, un atout pour avoir, oui, cette culture mode, mais si on ne l'a pas, c'est pas non plus un frein, parce qu'il y a carrément à faire avec ce qu'on a. Une question qui me taraude en t'écoutant, c'est si on souhaite participer à ta marque et potentiellement être modèle dans le cadre de tes collections, comment faire avec tout ce que tu nous dis? Me contacter sur Instagram, peut-être me fournir un book, ces choses-là. Mais en vrai, les modèles, je les choisis dans mon entourage. Des fois, c'est des profils sur lesquels je tombe, des gens que je connais. Enfin, la plupart de mes shootings, en tout cas, c'était des gens que je connaissais. D'accord. Maintenant, plus la marque va grandir, plus la marque va évoluer, et je serai amenée à sélectionner des profils que je ne connais pas ou qui sont juste ou qui sont intéressés. Enfin, j'ai déjà eu des propositions, des jeunes femmes qui viennent me dire elles aiment trop, elles aimeraient bien poser sur moi, elles m'envoient leur book, voilà. Mais c'est vrai que comme j'ai dit, et dans la façon dont je pense l'univers de chaque carré de soie ou de chaque produit, je ne saurais pas dire à l'avance qui je vais choisir ou pas en fait. C'est à l'instinct.
Je pense que la réponse, ça serait suivez les réseaux sociaux de Tara, de Maison Toile. Voilà. Vous saurez tout si toutefois elle recherche. Merci pour ton. Si tu devais nous donner un seul conseil en tant que futur entrepreneur et en tant que créatrice engagée, lequel serait-il ? Je dirais de prendre le temps de définir la mission profonde de son entreprise. À l'ère des réseaux sociaux, on entend tout un tas de conseils sur l'entrepreneuriat, sur l'entreprise, sur comment construire une marque. On entend toutes sortes de solutions et de façons pour y arriver plus ou moins rapidement. Mais s'il y a bien une chose que j'ai compris, c'est l'importance de perdre du temps, entre guillemets. Parce que perdre du temps, ou du moins prendre du temps à construire quelque chose, c'est aussi prendre du temps pour le penser. Si les réseaux sociaux ou bien d'autres personnes ont l'impression ou mettent cette pression de oui mais tu prends trop de temps, tu pourrais déjà être plus loin, tu dois réussir jeune, donc non. Non, parce que Maison Toile a 5 ans, avec des hauts et des bas. Oui, Maison Toile aurait pu être plus grande, aurait pu être plus accomplie, plus voilà. Mais je crois que Maison Toile n'a jamais été aussi authentique et alignée à mes valeurs après ces 5 années à construire les fondations. Et c'est vrai qu'une fois qu'on sait vraiment la mission profonde de son entreprise, de sa marque, ben les choix sont tellement plus simples, la direction est tellement plus simple. C'est comme si vous avez un GPS et puis vous voulez juste aller quelque part mais vous savez pas vraiment où. Et une fois que vous savez précisément l'adresse où vous allez, ben le chemin il se trace tout seul. On se prend plus la tête avec des décisions, on se prend plus la tête tel partenaire ou où est-ce que je vais faire, ou comment je vais faire, avec qui je vais faire. Les choses sont simples parce que cette destination en fait guide tout le parcours. Voilà, c'est mon seul conseil. Prenez le temps de définir pourquoi vous faites les choses. Quel mindset indispensable manque-t-il souvent aux jeunes entrepreneurs selon toi ? Moi, je trouve ce qui manque aux jeunes aujourd'hui qui entreprennent, c'est un engagement communautaire. Je trouve qu'aujourd'hui, trop de marques sont lancées à des fins, je dirais, égoïstes. En fait, finalement, pour sa propre réussite ou voilà, ce qui est tout à fait honorable parce que l'être humain cherche à évoluer, à glow up, comme on dit. Et c'est vrai qu'on est aussi beaucoup matrixés, nous les plus jeunes, avec tout ce qu'on voit sur Instagram, les entrepreneurs riches, la belle vie et tout. Mais je pense que un jeune entrepreneur, en tout cas antillais, Martinique, Guadeloupe, Guyane et les autres îles, se doit de considérer l'entrepreneuriat comme un acte militant et penser vraiment l'engagement communautaire avant tout. Et se dire, je fais les choses certes pour moi, mais aussi pour faire avancer mes semblables. Et aujourd'hui, c'est le mindset que j'essaye d'avoir de plus en plus. C'est un mindset que j'ai de plus en plus grâce à mes lectures, grâce au fur et à mesure que je maîtrise mon histoire, plus je comprends l'importance d'avoir cet engagement communautaire. Et j'encourage en tout cas les autres Antillais, les autres jeunes Antillais quand ils développent une entreprise à voir plus loin que les gains personnels, mais aussi les gains communautaires. Merci beaucoup pour ta réponse et je trouve ça très intéressant effectivement comme retour que tu nous fais, notamment parce que tu es jeune et que je trouve ça beau de porter un message engagé. Je compléterai d'ailleurs ta réponse sans doute en disant que c'est pas parce qu'on est justement engagé pour le coup
avec sa communauté ou dans un acte militant, comme tu dis, en essayant de faire avancer toute une communauté ou d'autres personnes finalement. Ce n'est pas pour exclure les autres, mais c'est pour justement que tout le monde avance dans un même mouvement, quoi. La dernière question de cette interview serait: quel impact souhaites-tu avoir ? Cette question, elle me fait sourire parce qu'il y a quelques années, je vous dirais que je vais être étudiée dans les livres d'histoire à l'école et que mon passage laisse une trace. Mais je crois qu'aujourd'hui, l'impact que je veux avoir, c'est donner en tout cas à chacun le goût de sa culture, l'envie d'y mettre le nez, l'envie de s'en imprégner, l'envie d'en être fier, l'envie de la revendiquer, l'envie d'être ambitieux, l'envie tout simplement d'être fier de ses origines. C'est vraiment l'impact que je veux avoir. Et puis bien évidemment, en tout cas participer à la continuité des gestes, à la valorisation des artisans, des artistes, qu'en fait finalement les îles soient aussi reconnues pour cet aspect méconnu d'elles-mêmes, pour la beauté de leur savoir-faire, la beauté des traditions, et que jamais tout ça ne puisse se perdre et mettre en péril l'identité caribéenne, antillaise. Voilà l'impact que je veux avoir aujourd'hui. Très belle conclusion. Très très belle conclusion. Un grand merci pour le temps que tu nous as accordé, Tara. Merci Tara. C'est moi qui vous remercie pour cette invitation. On espère que nos auditeurs auront apprécié ce temps d'échange au cœur de la mode et de la culture antillaise. On vous dit à très vite pour un nouvel épisode. À bientôt. Notre épisode d'Il faut bien débuter s'achève. Nous espérons que vous l'avez apprécié. N'hésitez pas à liker, commenter, suggérer de nouvelles thématiques. Sachez qu'il est possible de réserver avec nous une entrevue gratuite personnalisée de 15 minutes. Vous pouvez également nous retrouver sur nos différents réseaux sociaux.